Voilà, il est 15h03. Alors, on entend encore des participants, puis le nombre d'inscrits est plus élevé. Néanmoins, on va quand même tout doucement commencer. En tout cas, je vais déjà commencer l'introduction, ce qui donnera encore le temps aux retardataires de nous rejoindre. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté francophone de pratique établie au sein de l'ISCOA. Mon nom est Denis Herbeau, je suis directeur de la PAX, qui est une petite organisation qui soutient l'amélioration continue en Belgique, dans certaines régions de la Belgique, et j'ai aussi le plaisir de coordonner cette communauté de francophone de pratique et donc d'en modérer les différents webinaires que nous tenons. Voilà, 2022 a déjà été une année bien occupée pour nous, puisqu'on a déjà eu un premier webinaire au mois de janvier qui portait sur la communication entre les soignants, un webinaire au mois de mai qui portait sur le secteur médico-social et l'amélioration de la qualité dans ce secteur-là. Un premier webinaire lié au World Patient Safety Day qui, comme vous le savez certainement, avait pour thème cette année le Medication Safety. Donc, ce premier webinaire s'est tenu la semaine passée et avait un lien avec la digitalisation et la pharmacovigilance. Et donc, nous avons aujourd'hui un deuxième webinaire, encore une fois, en lien avec la digitalisation et les aspects liés aux médicaments, qui consistera, et je viendrai dans une seconde, en un retour d'expérience du Liban à travers deux exposés. Comme ça, j'y reviendrai. On essaiera d'avoir encore un dernier webinaire cette année, probablement en décembre, peut-être au début janvier, voilà, en fonction de la disponibilité des orateurs. Et l'objectif sera de traiter du sujet des résultats rapportés par le patient, qui sont des outils de plus en plus utilisés. Et donc, on va essayer de faire un focus là-dessus d'ici, comme je disais, la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. On va donc revenir au webinaire qui nous occupe. Donc, on va avoir deux présentations aujourd'hui. Donc, ça permettra d'enrichir encore les éléments qui seront présentés. L'ensemble durera environ 45 minutes, ce qui permettra à la fin des présentations, s'il y a des questions, de pouvoir les poser aux deux oratrices du jour. Pendant la présentation, je vous demanderai, si vous avez des questions, de ne pas le faire dans l'espace discussion, mais de les indiquer dans l'espace Q&R, questions-réponses, ce qui me permettra de les suivre tout au long des présentations et d'extraire peut-être un certain nombre de questions que je pourrais adresser alors aux deux oratrices à la fin. Par ailleurs, vous l'aurez vu, ce webinaire et donc les deux présentations sont enregistrées et seront mis à disposition sur le site de l'ISCOA d'ici quelques jours après le webinaire. Voilà pour la présentation générale. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un retour d'expérience qui nous vient du Liban, en direct du Liban précisément, avec deux oratrices. La première qui est la professeure Carole Al-Sharabati, j'espère que je n'ai pas trop écorché le nom, qui va nous parler de la digitalisation et de la dissémination des vaccins en temps de crise. Ce sera donc la première partie. Et puis la deuxième partie sera présentée par le docteur Rita Karam, qui nous parlera de la digitalisation dans la gestion des effets indésirables des vaccins en lien avec le Covid et donc la situation et comment les choses se sont passées au Liban. Voilà, donc je pense que ça va être des exposés très intéressants, tout à fait différents de la semaine passée. Donc, c'est ça aussi la richesse de cette communauté de pratique, c'est pouvoir mélanger les pays, les régions, les expériences, les expertises. Et donc, j'espère que ça intéressera toutes les personnes qui nous ont rejoints et celles qui vont encore nous rejoindre tout au long de l'exposé. Voilà, mais sans plus attendre, je vais passer la parole donc aux deux oratrices du jour. Et moi, je reviendrai en fin d'exposé pour animer les questions-réponses. Voilà. Oui, merci Denis. Donc, je vais commencer, je vais démarrer la séance avec un petit tour de cette expérience qui consiste en une exploration de la gouvernance autour de la dissémination des vaccins au Liban. Ce qui est particulier à ce tour, c'est qu'il s'agit d'un pays où les institutions ont été assez challengées par la crise, elle les a pris de court, et les institutions étaient déjà épuisées par deux crises précédentes, donc il fallait très vite se mettre en route et répondre aux besoins de cette dissémination rapide. La Banque mondiale a fait venir 2 millions de vaccins et a mis comme condition qu'il y ait une bonne gouvernance autour de la dissémination de ces vaccins pour qu'elle subventionne et éventuellement continue de subventionner les besoins. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et il s'agissait finalement de construire un système qui permette
non seulement de disséminer les vaccins, mais aussi de produire un certain degré de transparence sur le processus, sur le bon déroulement de cette dissémination et une bonne gouvernance pour permettre à la Banque mondiale de suivre ce qui se passe, s'assurer que les vaccins sont disséminés selon la stratégie de dissémination nationale, de dissémination de vaccination qui avait été mise en place par le gouvernement. Donc, c'est comme ça qu'une plateforme qui avait été déjà mise en place pour l'audit digital, c'est une plateforme qui est partie de l'institution qui a été dans l'urgence mise au service de la vaccination, du processus de dissémination du vaccin. Et là, il s'agissait de mettre en place cette plateforme très rapidement, connecter une multiplicité d'acteurs, donner accès aux institutions, aux analystes, aux hôpitaux, aux corps médicaux, aux institutions qui étaient en train de disséminer l'institution du vaccin, mais aussi aux citoyens qui puissent. Le Ministerial Platform for Assessment, Coordination and Judging a été lancé. Maintenant, sur cette plateforme, ce qu'on a fait d'intéressant, c'est que ce qu'on a fait sur cette plateforme, c'est qu'on a tout connecté. On a connecté supply chain à partir de l'inscription, d'enregistrement des citoyens à travers les différentes sources ou les relais d'enregistrement, la définition des priorités, donc la digitalisation de la stratégie nationale de vaccination, la prise de rendez-vous, la vaccination, le signalement des effets secondaires, certificats électroniques et la prise d'inventaire, ainsi que l'audit. Donc, vous voyez que tout a été connecté et c'est en parallèle au déploiement de cette plateforme que la campagne de vaccination s'est déployée. Donc, on n'a pas attendu que tout soit fait pour démarrer. On a déployé module après module et en parallèle, on a lancé la campagne étape après étape. Donc, au niveau des inscriptions, il y avait plusieurs axes d'entrée parce que finalement, le défi, ce n'est pas seulement de vacciner, c'est aussi de faire un outreach, d'arriver, de parvenir à connecter avec les catégories les plus lointaines, les plus inaccessibles de la société pour pouvoir disséminer ce vaccin. Donc, on a dû procéder à différents moyens d'accéder, de s'inscrire. L'accès direct à travers l'inscription à la plateforme, mais aussi l'accès via les municipalités et via les hôpitaux, via les organisations syndicales, via les ONG. Et la plateforme a eu plusieurs portes d'entrée. Donc, la première porte d'entrée, c'est l'auto-inscription où le citoyen allait s'inscrire, mettait les informations nécessaires pour connaître son profil et pour pouvoir l'intégrer dans la campagne de vaccination. Ensuite, il y a eu un portail ouvert pour les municipalités qui, elles, ont fait le relais vers les personnes qui n'avaient pas un accès direct pour les inscrire. Il y a eu un portail à l'hôpital pour que les hôpitaux puissent inscrire le corps médical qui, lui, était en priorité dans la campagne de vaccination nationale. Il y a eu un système, un accès aux ONG qui, elles, ont été dans les endroits les plus distants, là où il n'y a pas d'Internet et où on leur a créé un système offline avec une petite ludification qui permet d'encourager leurs volontaires d'aller inscrire les individus pour la vaccination. Donc, vous voyez un peu cette campagne sur différents axes qui a essayé de toucher un petit peu toutes les catégories de la société par des moyens de ciblage différents. Maintenant, au niveau de l'invitation au vaccin, une fois que les enregistrements sont faits, le site de configuration était à la portée du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé avait des catégories. Il ne voyait pas les personnes inscrites, mais il avait accès à des choix de catégories, l'âge, la région, la profession, etc., qui lui permettaient de cibler les catégories les plus vulnérables selon la stratégie de campagne nationale. Donc, c'est en vrac que les invitations étaient envoyées sur les catégories prioritaires
Et c'est comme ça que les individus recevaient une invitation sur leur mobile pour pouvoir prendre le rendez-vous, choisir l'hôpital, choisir la date, le lieu, pour aller se faire vacciner. Évidemment, pour aller encore plus loin et s'assurer qu'aucune catégorie n'avait été exclue de cette campagne, la clinique mobile a été mise en place avec un module social qui leur permet d'inscrire et de vacciner sur le champ, toujours sur la même plateforme Impact. Donc voilà, maintenant que la campagne est lancée, que les gens sont inscrits ou que les rendez-vous ont été pris, il s'agissait d'administrer les vaccins. Et là, c'est le processus de vaccination avec l'accès à la plateforme pour les hôpitaux, pour les cliniques qui, elles, ont procédé au vaccin. Donc, vous voyez ici un screenshot de ce système, n'est-ce pas? Les hôpitaux qui rentraient sur leur interface, qui avaient chaque jour accès au rendez-vous qui avait été pris pour la vaccination avec les détails. Évidemment, un login, comme vous voyez à la droite, chaque clic de bouton était log pour pouvoir faire de l'audit au nécessaire, parce qu'encore une fois, on est sur une plateforme d'une institution d'audit et la transparence et la gouvernance sont essentielles et une condition de la Banque mondiale. Donc, il y avait une traçabilité de toutes les activités et l'hôpital était amené à vérifier les informations, introduire des informations supplémentaires et introduire les réponses aux questions pré-vaccination, ainsi que confirmer le vaccin à travers le type de vaccin et le batch number du vaccin. Et voilà, une fois que le vaccin est fait, le citoyen ou le résident obtenait directement un lien avec son certificat en code QR qui a été ensuite adapté à la certification européenne. Donc, ce certificat était utile pour voyager aussi et pouvoir circuler en Europe. Les effets secondaires pouvaient être introduits parce que maintenant le citoyen qui s'est inscrit et qui a accès à un code QR, il a aussi une petite section où il pourrait reporter les effets secondaires dont Rita va parler. Et là, le suivi se faisait à travers le ministère de la Santé. Donc, vous voyez, c'est un flow assez détaillé avec plein d'acteurs, les centres, les bénéficiaires, le ministère. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y avait un mécanisme d'audit dont on avait besoin au Liban pour, encore une fois, s'assurer que la dissémination était faite selon les termes de la stratégie. Donc, tout d'abord, l'inspection centrale s'est réveillée. Cette inspection centrale a eu accès aux données parce que tout était digitalisé. Elle a pu s'activer maintenant sur son site. Il y a des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels sur cette campagne de vaccination. Quand les choses allaient mal, ils pouvaient ajuster le tir sur le tas. Donc, elle a assuré le bon déroulement du processus. Les tableaux de bord sont en ligne, impact.gov.lb. On peut voir toutes les données sur les inscriptions, sur les rendez-vous, sur les hôpitaux, sur les catégories socio-économiques, etc. Donc, toutes sortes de transparence ici vis-à-vis des médias, vis-à-vis des experts, vis-à-vis des think tanks et des organisations internationales qui voulaient surveiller le déroulement de cette campagne. Et enfin, une page de feedback pour les citoyens sur les hôpitaux, donc ils pouvaient choisir l'hôpital qu'ils voulaient, donner un bon feedback ou un feedback négatif selon l'impression que cet exercice leur a laissé. Et là, il y avait des données qui étaient partagées avec le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Justice, parce que parfois, il y a des situations à auditer et qui sont du ressort du ministère de la Justice. Et donc, finalement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que cette campagne a connecté beaucoup d'acteurs. Elle a connecté le ministère de la Santé publique, elle a connecté le ministère de la Justice, elle a connecté l'inspection centrale, les hôpitaux, les résidents. Impact, en général, est un outil qui permet de coordonner, de connecter les différents acteurs, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit les organisations internationales qui ont besoin de surveiller les données, que ce soit les organisations de la société civile
qui font des campagnes de outreach et qui font parvenir le service aux citoyens quand c'est difficile. Donc, différents acteurs de différents angles ont utilisé cette plateforme pour pouvoir ensemble mener à bien cette réponse à la crise. Et voilà, donc grosso modo, bon, on est arrivé à 2,5 millions de personnes qui ont été vaccinées 1 ou 2 ou 3 fois. Une bonne partie a été vaccinée 2 fois. Bon, les nombres se réduisent quand on va vers le 3e ou le 4e vaccin. Vous pouvez vérifier les chiffres en ligne. Le nombre d'inscrits était 3,7 millions, qui constitue à peu près plus de la moitié, disons 2/3 de la population libanaise. 150 centres de vaccins, tous les hôpitaux, tous les centres de vaccins étaient sur le site. Et tout ça était audité par 2 docteurs de l'inspection centrale parce qu'ils avaient l'outil digital et la capacité d'auditer cela d'une manière efficace. Donc, la technologie a donné un peu une capacité d'audit à ces 2 docteurs qui n'auraient pas pu le faire s'ils n'avaient pas ce système. Et voilà, ça c'est le site, vous pouvez y aller, impact.gov.lb, et là-bas, il y a plein d'autres choses, mais il y a une page sur les indicateurs du vaccin, vous pouvez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et grosso modo, la campagne en elle-même, si on regarde un peu de loin, après coup, on a fait ce petit exercice pour voir cette épidémie, comment elle se serait développée si on n'avait pas pris les mesures qu'on a prises. Au Liban, il y avait un lockdown. Le lockdown a un peu, vous voyez, il a un peu retardé les échéances. Donc, vous voyez ici, je vais mettre mon développement un peu. Vous voyez ici un peu les échéances. Le lockdown a un peu ralenti la croissance de cette épidémie et fait gagner du temps, le temps que le vaccin arrive, qui puisse, lui, intervenir et contenir la crise. Mais donc, vous voyez ici, avec Omicron, comment les choses ont changé, parce que les gens ont commencé à moins accéder au vaccin et les choses ont été dans un sens. Donc, vous voyez un peu cette courbe, comment elle aurait été si cette campagne n'avait pas eu lieu de la façon dont elle a eu lieu. Et voilà, quelques témoignages. Les gens étaient satisfaits, contents. Dans un pays où on ne fait pas confiance, dans un pays où on est furieux contre l'État et ses institutions, on ne reçoit pas les services auxquels on aspire. Donc ici, c'est tout à l'inverse. Vous voyez un peu les différentes réactions qui disaient, voilà, c'est génial, j'espère que d'autres services prendront le même courant, etc. Et donc, on a récupéré aussi un peu de confiance dans l'État, dans les services de l'État à travers cette campagne. Voilà, j'espère que l'audio n'était pas très mauvais. Non, non, c'était très bien. Voilà. Après la correction, entre guillemets, le son était parfait, on entendait très bien. Et donc, je vais, sans plus attendre, céder la parole à la deuxième oratrice. Oui, eh bien, je vais essayer de partager mon écran. Donc, je voudrais remercier Dr Carole de nous avoir donné accès à son dashboard parce qu'en fait, on avait besoin de collecter ces effets indésirables afin de pouvoir les valider et de les travailler et de faire ce qu'on appelle le causality assessment entre le vaccin et les effets indésirables. Donc, c'est grâce à la technologie et grâce à Impact qu'on a pu recevoir un nombre très élevé d'effets indésirables. On a reçu jusque-là plus de 7000 manifestations post-vaccinales, donc post-COVID-19 au Liban. Donc, je vais commencer ma présentation en parlant de l'objectif de cette présentation. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un aperçu sur la gestion des déclarations d'effets indésirables liés à ce vaccin qui sont recueillis au niveau de notre département depuis le signalement jusqu'à la communication des résultats, en passant bien sûr par la validation, l'analyse, l'enquête, le lien de causalité entre le vaccin et les effets
indésirables déclarés. Et également, je vais partager avec vous quelques résultats, quelques informations sur ces manifestations post-vaccinales indésirables signalées et qui peuvent donc vous intéresser. Donc, je vais passer à les grandes lignes de ma présentation. Je vais commencer par une introduction générale. Je vais présenter un peu la chronologie des actions qui ont été prises en fait au niveau mondial pour faire face à la pandémie COVID-19, en se concentrant surtout sur la surveillance de la sécurité des vaccins. Ensuite, je vais enchaîner avec quelques définitions très utiles pour la présentation. Je vais expliquer le cycle de surveillance des MAPI. Les MAPI sont les manifestations post-vaccinales indésirables des vaccins COVID-19. Je vais me concentrer plus sur la gestion de la surveillance des MAPI signalées au niveau national et je vais vous expliquer comment avons-nous géré ces effets indésirables au ministère de la Santé publique. Et je terminerai par une partie très importante sur l'analyse des données de ces manifestations indésirables qui ont été signalées depuis le début de la campagne de vaccination et quelques messages donc à emporter. Pour commencer, sachez que je vais utiliser le terme MAPI, qui est l'abréviation de manifestation post-vaccinale indésirable, synonyme d'effet indésirable ou synonyme d'événement indésirable post-vaccinal. Donc, en introduction, je vais résumer rapidement la chronologie des actions qui sont prises par l'OMS pour faire face à la pandémie COVID-19. Donc, je vais un petit peu vous rafraîchir la mémoire. Vous savez que le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré que l'épidémie d'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l'épidémie, elle est désormais une pandémie en raison de sa propagation nationale, mondiale rapide. Donc, suite à cette déclaration, des recherches ont été lancées pour développer des vaccins sur différentes plateformes de production. Et en novembre 2020, au niveau mondial, l'OMS a publié un document d'orientation pour l'élaboration des plans nationaux d'introduction des vaccins contenant une section importante sur la surveillance de ces manifestations post-vaccinales indésirables. Le 7 janvier 2021, l'OMS a publié son manuel de surveillance de la sécurité des vaccins et le Liban a utilisé et continue à utiliser ce manuel comme référence pour la surveillance de ces effets indésirables. Au cours de cette même période, nous avons rejoint le programme OMS de surveillance internationale des médicaments et des vaccins, le PIDM, en tant que membre à part entière. Et là, on avait accès, ce qui est très bien, à utiliser le VigiFlow, qui est l'outil qui nous permet de stocker, de structurer et d'analyser les effets indésirables. En plus, on avait aussi le privilège d'accéder à VigiBase, qui est le dépôt mondial de données de ces effets indésirables. Et on a pu donc envoyer tout ce qu'on a reçu et travailler en matière d'effets indésirables, de les envoyer à VigiBase. Quant au vaccin COVID-19, ils ont obtenu une autorisation de mise sur d'autorisation d'urgence, d'utilisation d'urgence au Liban début 2021 et la campagne nationale de vaccination au Liban a débuté 14 février 2021. Donc, si vous voulez, il faut dire que dans le contexte de la vaccination COVID-19, les systèmes de surveillance doivent être en pleine préparation dans tous les pays pour, si vous voulez, pour identifier et répondre à ces manifestations post-vaccinales indésirables, ainsi qu'à d'autres événements de sécurité qui peuvent inquiéter le public, à savoir les incidents de vaccins de qualité inférieure ou contrefaits. Donc, la pandémie de COVID-19 a présenté des défis unique pour la pharmacovigilance dans tous les pays et plus spécifiquement au Liban et plus précisément puisque notre système de pharmacovigilance venait d'être mis en place. Donc, si vous voulez,
je peux, avant de plonger dans les différents types de ces manifestations qu'on a reçues, ainsi que les moyens de recevoir ces effets indésirables, je vais vite passer à une définition brève de la pharmacovigilance des vaccins. Donc, selon le groupe de travail SCIOMS-OMS, la pharmacovigilance des vaccins, c'est la science et les activités liées à la détection, à l'évaluation, à la compréhension, à la communication de ces manifestations post-vaccinales indésirables et des problèmes liés au vaccin ou à la vaccination, ainsi bien sûr dans le but de prévention. Donc c'est la prévention des effets indésirables du vaccin ou de la vaccination qui rentre dans le cadre de cette définition. Et cette définition, elle fait partie intégrante aujourd'hui de la réglementation de la sécurité des vaccins. Une deuxième définition importante, à savoir les MAPI ou les manifestations post-vaccinales indésirables. Là aussi, on les définit comme étant une manifestation indésirable qui suit la vaccination, quel est ou non un lien de causalité avec l'utilisation du vaccin, mais quand même, là, on a ces MAPI sont soit un résultat de laboratoire anormal, ça peut être un signe défavorable ou imprévu, bien sûr, un symptôme ou une maladie. Donc, les MAPI qu'on a reçus ou normalement sont divisés en deux grandes parties, les MAPI non graves, qui ne représentent pas de risque potentiel pour la santé du receveur, mais quand même doivent être étroitement surveillés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ces MAPI non graves, généralement, ils surviennent généralement quelques minutes à quelques heures après l'injection et disparaissent peu de temps après, sont peu dangereuses. On donne un exemple, la douleur au site d'injection, le gonflement, la rougeur. Parfois, on a bien sûr les MAPI non graves systémiques comme la fièvre, les malaises, la douleur musculaire, les maux de tête, etc. Mais ce qui est très important à disséquer, c'est surtout les MAPI graves. Donc, les MAPI graves sont considérées, des MAPI considérées sont graves quand elles entraînent un décès, quand c'est une manifestation potentiellement mortelle, quand ça nécessite une hospitalisation ou prolongation d'une hospitalisation, quand ça entraîne une incapacité permanente ou bien quand elle entraîne une malformation congénitale. Donc, si vous voulez, je vais maintenant qu'on a une idée plus claire sur ces MAPI et leur classification. Et comme je vous ai dit dans ma première diapo, que l'OMS a élaboré un document, le manuel de surveillance de la sécurité des vaccins COVID-19 en préparation à l'introduction des vaccins, on a voulu, vaccin COVID-19, on a voulu suivre les étapes que propose l'OMS en matière de cycle de surveillance, surtout que l'OMS encourage tous les pays à adopter les composantes de ce cycle. Donc, en ce qui concerne ce cycle-là, il faut dire que ce cycle de surveillance se compose de plusieurs étapes principales, à savoir tout d'abord la détection, le signalement des cas et la production de rapports. Et là, c'est la première étape de la surveillance de ces MAPI. Le déclarant principal dans ce cas-là, c'est soit le patient, soit un professionnel de santé, soit toute personne qui peut détecter une manifestation indésirable. L'étape suivante, c'est au niveau du programme de pharmacovigilance au niveau du ministère de la Santé publique qui s'occupe d'initier une enquête et d'analyser. Donc, la deuxième étape, c'est l'enquête et l'analyse dont le but, c'est de trouver la cause de cette manifestation post-vaccinale indésirable et d'empêcher sa survenue dans l'avenir. Et donc, l'étape qui suit, c'est généralement, on procède à évaluer le lien de causalité. Donc, l'évaluation du lien de causalité pour les MAPI consiste à déterminer s'il existe un lien entre le vaccin ou la vaccination et la manifestation indésirable donnée. Et donc, on a une obligation, bien sûr, de faire un retour d'information ou de communiquer sur la sécurité des vaccins avec les parents, la communauté, le personnel de santé et les médias. Et le but, c'est de préserver la confiance en répondre correctement
à ces inquiétudes qui sont ressenties sur les risques des vaccins. Je vais, donc là, on était dans la théorie. Je vais maintenant vous expliquer comment, au ministère de la Santé publique, nous avons mis en place ces différentes étapes, les différentes étapes de ce cycle, afin de surveiller donc la sécurité de nos vaccins COVID-19. Donc, je vais suivre les mêmes étapes du cycle de surveillance que j'ai élaboré tout à l'heure. La première étape, c'est le signalement et la classification des marques. Donc, comment se fait le signalement? Quels sont les moyens accessibles pour la notification? Donc, les signalements recueillis par le ministère de la Santé publique proviennent des sources multiples. Donc, au Liban, il existe au moins 4 moyens de signaler les MAPI. Premièrement, les MAPI, bien sûr, post-COVID-19. Donc, on avait le centre d'appel 1214. Nous avons la plateforme Impact, utilisée surtout par le grand public et bien sûr, en deuxième lieu, par les professionnels de santé, les sites de vaccination. On a préconisé la boîte à outils Kobo, qui est un logiciel de déclaration spécifique des manifestations post-vaccinales indésirables utilisées par les sites de vaccination et par les hôpitaux. Et également, on avait des cas qui nous parvenaient à notre département des autres services du ministère de la Santé. Donc, après avoir validé les rapports de ces signalements reçus, on procédait à une saisie dans le système de gestion Vigiflow qui est disponible dans les pays membres et dans les pays membres de l'OMS avant de les transférer vers une base de données, la base Vigibase. Donc, je vais vous donner des chiffres là sur tous les cas signalés depuis le début de la campagne de vaccination, c'est-à-dire du 14 février 2021 au 30 août 2022, c'est-à-dire pour une durée de 18 mois. Je vous ai déjà dit qu'on a reçu un nombre de 7029 cas, dont 54,7% sont des cas signalés sur la plateforme Impact, 29,7% ont été signalés via le centre d'appel Hotline 1214, 13,5% signalés via la boîte Kobo Toolbox, donc le logiciel de AFI, et finalement 1% ont été signalés par d'autres sources. Passons maintenant, comment les rapports de ces cas, si vous voulez, on va parler plutôt de la classification de ces cas signalés. Donc, les rapports des cas reçus au niveau du ministère de la Santé publique sont classés en 2 catégories pour les cas graves et les non graves. Donc, pour les cas non graves, généralement, nous procédons directement, après validation et cleaning des données, à une saisie directe sur la base de données nationale, Vigiflow. Pour les autres cas non graves, au cas où nous avons besoin de compléter les informations, on appelait les patients, les PV officers, appelaient les patients et on complétait le rapport par les informations manquantes et on l'envoie à Vigiflow. Quant aux cas graves, ici on a 2 cas de figure qui se présentent. Les cas n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, mais répondant aux critères de gravité. Par exemple, si on a un cas d'hypertension élevée, persistante, par exemple, ceci ne nécessitait pas une enquête de pharmacovigilance. Le patient donc a été admis aux urgences, il est pris en charge pour quelques heures et puis donc on faisait surtout le suivi par téléphone uniquement, surtout si le patient récupère vite sans besoin d'hospitalisation prolongée. Donc c'était l'un des cas de figure, des cas graves qui nous parvenaient, mais il y a certains cas qui répondaient directement aux critères de l'OMS que j'avais cités tout à l'heure, c'est-à-dire soit les patients sont hospitalisés, soit les patients ont décédé, donc décès présumés liés après la vaccination, et ces cas-là feront l'objet plus loin d'une enquête et d'une évaluation de liens de causalité avec le vaccin. Donc, comment les rapports de ces cas graves ont été évalués et traités au niveau du ministère de la Santé publique. Donc, une fois
que toutes les informations sont recueillies, on rédigeait une présentation de cas qui comprenait les informations de base sur le patient et sur le vaccin. Puis, on effectuait une revue de la littérature pour définir le diagnostic et rechercher les rapports des cas similaires. Ensuite, on remplissait un formulaire d'enquête en utilisant un outil fourni par l'OMS pour déterminer les causes possibles de ces manifestations post-vaccinales indésirables. Puis, une fois le formulaire de l'enquête rempli, on réalise une évaluation de lien de causalité en utilisant généralement un outil de l'OMS qui est divisé en 4 étapes et qui aboutira à l'une des possibilités de lien de causalité suivantes. Donc, on peut avoir, si vous voulez, on a reçu le lien de causalité avec la vaccination, ça peut être probable, ça peut être un lien indéterminé ou un lien de causalité avec la vaccination est improbable. On appelle ces cas des cas coïncidenteux ou bien coïncidence. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces types de causalité, mais il faut savoir que tous les cas graves qu'on avait reçus ont été classés après avoir effectué une causalité entre probable, indéterminé et improbable. Passons à la prise de décision. Donc, une fois cette évaluation des cas graves est effectuée au niveau de notre département, au ministère de la Santé publique, on passe à la prise de décision en faisant appel à un comité d'experts. Donc, un comité spécial, le comité MAPI grave, a été mis en place pour l'examen de ces manifestations suite à un arrêté ministériel publié en avril 2021. Ce comité est composé d'experts indépendants, sans conflit d'intérêts, possédant des compétences dans un large éventail de domaines, maladies infectieuses, épidémiologie, microbiologie, pneumologie, etc. Et ce comité d'experts, si vous voulez, nous aider à compléter les évaluations de ces manifestations post-vaccinales graves. Comment fonctionne rapidement ce comité d'évaluation? En fait, l'équipe de pharmacovigilance au niveau de notre département identifiait les rapports graves, préparer les exposés des faits, préparer le formulaire d'enquête, évaluer la causalité et préparer donc une décision. Cette décision, elle est partagée avec l'expert. Donc, on attribuait les cas aux experts, à peu près 1 à 2 cas par mois. On partage tous les documents que je viens de citer, ainsi que la décision de l'équipe de pharmacovigilance. L'expert donc évalue à son tour le cas en fonction de son expertise et de son jugement clinique et communique sa décision finale au moyen d'un formulaire signé. Là également, parfois, on avait des cas de désaccord. Il faut savoir qu'on attribuait à ce moment-là à un deuxième expert le même cas, mais il faut dire que la décision finale de chaque cas, elle est partagée avec le ministre de la Santé. Donc, le ministre de la Santé, il est à jour avec toutes les décisions qu'on avait prises au niveau de notre département concernant les cas graves concernant les cas graves des effets indésirables liés au vaccin COVID-19. Donc, la dernière étape du cycle de surveillance consiste, comme on avait vu dans le cycle de surveillance, en un retour d'information et de communication des résultats. Donc, en fait, tous nos résultats sont publiés tous les mois sur le site web du ministère de la Santé sous forme de rapports et de résumé. Donc, voici notre rapport intitulé « Manifestations post-vaccinales indésirables des vaccins COVID-19 au Liban ». On a jusque-là publié 11 numéros. On prépare actuellement notre 12e numéro qui sera publié bientôt en octobre 2022. Et comme le titre l'indique, le rapport inclut toutes les manifestations post-vaccinales indésirables de tous les vaccins COVID-19 au Liban et qui nous sont parvenus, les signalements via les moyens de signalement déjà cités. Vous avez en bas du slide ici un lien
vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à notre rapport ainsi qu'au résumé de ce rapport. Donc, passons maintenant à la partie la plus importante que je considère pour cette présentation. Ici, je vais vous présenter quelques exemples de l'analyse de données et des résultats que nous avons obtenus depuis le début de la campagne de vaccination jusqu'au 30 août 2022. En fait, voilà quelques chiffres importants à souligner. Depuis le déploiement de la vaccination au Liban et jusqu'au 30 août 2022, et selon la plateforme Impact, voilà l'intérêt de la digitalisation partout et surtout de Impact qui était un très grand recours et donc on se basait beaucoup sur tout type d'informations, non pas uniquement effets indésirables, afin de préparer notre rapport. Un nombre total de 5 427 000 personnes ont reçu le vaccin et on a plus de 82% de ces injections, bien sûr, vous savez, réalisées, reviennent au vaccin Pfizer. Passons à un deuxième tableau qui montre ici une analyse globale des cas d'effets indésirables signalés sur l'ensemble des vaccins COVID-19. Donc, on retrouve que le nombre total des cas d'effets indésirables signalés depuis le début de la campagne vaccinale, c'est-à-dire depuis le 15 février, s'élève à 7029 pour l'ensemble des vaccins, dont 93% des cas sont des cas non graves, alors que 7,31% sont considérés comme graves. Donc, nous pouvons aussi voir que le taux de déclaration des effets indésirables pour 1000 doses est de 1,3, alors que le taux de signalement des cas graves est de 0,09. Toutes ces variables et pourcentages sont également calculés pour chaque vaccin à part. Une figure que j'aime bien, c'est la figure qui montre l'évolution du nombre des cas d'effets indésirables signalés depuis le début de la vaccination en Ashurella jusque-là, de même que l'évolution du nombre de doses administrées. Donc, nous avons l'évolution du nombre des cas d'effets indésirables et l'évolution du nombre des doses administrées. On retrouve aussi sur cette figure la proportion des cas graves et la proportion des cas non graves par mois. On remarque que le taux de signalement ici, le plus élevé a été enregistré au mois de mai 2021 et qu'au mois de juin 2021, le taux le plus élevé pour les MAPI graves a été signalé donc en mois de juin 2021. Et vous avez sans doute remarqué que le signalement a diminué. Sûrement, c'est évident parce qu'on a une diminution des doses administrées de vaccins, donc ce qui est attendu. Une autre partie importante aussi de notre rapport, c'est ce tableau récapitulatif des données sur les cas graves. Donc, vous retrouvez ici toutes les informations concernant les 78 cas graves évalués dans notre département. Donc, sur les 7029 cas reçus sur les 7029 signalements, 78 cas graves ont été évalués dans notre département et ces informations comprennent l'âge, le sexe, le numéro de la dose, le délai d'apparition, la décision du comité donc spécial des MAPI, répartie par type de vaccin. Donc, en examinant un petit peu la classification de ces 78 cas, vous pouvez voir que nous avons 57 cas d'hospitalisation et 21 cas de décès suspectés. Si on regarde un peu en guise de récapitulation, on peut voir qu'on a 40 cas classés avec un lien de causalité improbable. On a 25 cas avec un lien de causalité indéterminé et 13 cas avec un lien de causalité qui est dit probable. Attention, les données actuelles ne permettront pas de conclure s'ils sont liés au vaccin. Ces événements continueront de faire l'objet d'une surveillance particulière par l'équipe de pharmacovigilance, par les pharmaciens qui travaillent avec nous ici, donc au département. Il y a un tableau important aussi qui est présent dans notre rapport qui résume les MAPI, les 78 cas graves, mais ici par type de vaccin et
par ce qu'on appelle les systèmes d'organes. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y a 49 cas de cas graves de troubles cardiovasculaires. On a obtenu, ou bien on a reçu 11 cas de troubles du système nerveux et 5 cas de troubles du système immunitaire. Donc, vous pouvez aussi voir ici le type de vaccin qui est suspecté. Il y a plein de données intéressantes dans notre rapport. Parmi ces données, il faut aussi mettre le point sur les signaux de sécurité, puisque un signal de sécurité, vous savez, c'est une information qui peut révéler une situation d'alerte et dont on sait très bien que ces signaux de sécurité doivent être évalués non pas au niveau national, mais partagés avec les données de base internationales. Les signaux sont de deux types. Il y a ceux qui sont potentiels, c'est-à-dire des événements qui sont toujours sous surveillance, et les signaux qui sont confirmés, c'est-à-dire des événements qui ont prouvé leur lien avec le vaccin, mais après une période suffisante de surveillance, mais de surveillance approfondie. Donc, certains MAPI qui sont signalés au Liban depuis le début de la vaccination sont considérés comme des signaux potentiels et d'autres comme confirmés pour les deux vaccins, les principaux vaccins qui sont Pfizer et Astra. Mais les signaux qui sont identifiés au Liban, on a retrouvé des liens ou bien on a retrouvé des signaux qui sont communs avec ceux identifiés par la NSM, aussi bien pour Pfizer et pour AstraZeneca. Je ne vais pas rentrer dans leurs détails, vous pouvez les retrouver dans le rapport. Et il y a aussi d'autres signaux qui sont identifiés dans le pays, au Liban, qui sont communs avec ceux identifiés par l'OMS, UMC, Uppsala Monitoring Center, aussi bien pour Pfizer et pour AstraZeneca. Donc, j'ai trop parlé, j'arrive au bout de ma présentation et je vais clôturer avec quelques messages à emporter. Donc, c'est très important de savoir que c'est les professionnels de santé qui doivent, dans un premier temps, qui doivent être les premiers à déclarer tout effet indésirable suspecté d'être en lien avec la vaccination, en particulier les effets graves et ou inattendus. Les personnes vaccinées et leur entourage peuvent déclarer elles-mêmes les effets indésirables. Tous les moyens de signalement sont présents. Il y a le 1214, il y a le téléphone direct, il y a un impact. Donc, en plus, on sait très bien que plus vous signalez, plus vous contribuez à mieux identifier les signaux et ça nous permet aussi de surveiller la sécurité à long terme des vaccins et en conséquence de prévenir leur survenue. Donc, je vais partager avec vous aussi un article qui vient d'être publié sur l'implémentation de la mise en place du système de pharmacovigilance dans un pays à ressources limitées dans le contexte du COVID-19. Donc, this is the Lebanon Success Story. Donc, vous pouvez, c'est publié le 15 septembre. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez suivre toutes les étapes dont le ministère de la Santé publique a, toutes les étapes de mise en place de notre système de pharmacovigilance et surtout le success story dans le contexte du COVID-19, vu qu'on est le premier pays dans le MENA region, le premier pays qui a déclaré autant d'effets indésirables par rapport au nombre de la population. Donc, je vais terminer. Je tiens à remercier tout d'abord professeur Sharabati qui a bien voulu contribuer dès le début à partager toutes les données sur les MAPI avec nous. Elle nous a donné accès à son dashboard, un tableau de bord spécifique de la plateforme Impact
accès aux effets indésirables et toutes les données relatives aux effets indésirables des vaccins ACMAP. Je remercie également toute l'équipe de la pharmacovigilance pour leur dévouement, leur travail professionnel et la supervision de Dr Abir Zaitoun et de nos consultants en pharmacovigilance. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup pour les deux présentations très, très claires et très intéressantes. On a pratiquement fait tout le tour de l'heure, donc au niveau timing, on est très, très bon et merci pour le respect du timing. Il n'y a pas de questions qui ont été indiquées dans l'espace questions-réponses, donc j'imagine que vos présentations étaient excessivement claires du coup. Du coup, j'ai peut-être rapidement une première question pour professeur Carole Al-Sharabati. J'espère que je n'ai pas écorché le nom une deuxième fois. Au niveau de l'utilisation de ce type d'outils digitaux, comment ça se passe au niveau de la population? Il y a une bonne, et des professionnels d'ailleurs. Est-ce qu'il y a certains types de populations chez qui c'est plus compliqué que d'autres? Est-ce qu'il y a des actions qui ont dû être menées pour voilà, faciliter l'adhésion à ce type d'outils? Il y a deux choses. Tout d'abord, le Covid a été une opportunité pour pousser un peu la culture digitale parmi les citoyens et de la pousser un peu loin. Mais cela n'empêche qu'il faut toujours qu'il y ait une stratégie de communication à deux temps avec des relais qui puissent faire parvenir ces outils dans les endroits plus vulnérables, plus défavorisés, etc. Quoi qu'on fasse, il va toujours y avoir une catégorie de la société qui a besoin de ces relais qui sont soit des autorités locales, soit des ONG, soit des municipalités, etc., qui permettent de s'assurer qu'on arrive vers des personnes qui n'ont pas un accès direct au digital. Maintenant, il y a aussi toute la communication, toute la campagne de com pour faire venir les uns et les autres qui vont s'inscrire eux-mêmes aussi sur la plateforme. Donc, c'est toute une stratégie à mettre en place pour s'assurer que c'est disséminé de manière équitable. D'accord, très intéressant, merci. Et alors, du coup, encore une petite question aussi, et puis voilà, on clôturera là pour le docteur Gita Karam. Peut-être en dehors du scope spécifique des effets indésirables de vaccins COVID-19, mais du coup, est-ce que vous avez, c'est une vraie question au Liban, aussi d'analyse de manière centralisée d'autres types d'événements indésirables en termes de pharmacovigilance et comment, voilà, c'est pour un peu comprendre aussi comment vous pouvez traiter les autres types d'événements indésirables. Est-ce que vous avez des démarches, je dirais, structurées pour accompagner les structures de soins dans l'amélioration par rapport à ça? Monsieur Herbeau, je ne sais pas, j'ai pas bien entendu. Je vais commencer, il n'y a pas de souci. Donc, vous nous avez fait une présentation très claire et très intéressante sur voilà, comment étaient monitorés les événements indésirables liés au vaccin COVID-19. Donc, c'est très intéressant. Et donc, ma question voulait un peu généraliser ça pour voir si vous aviez aussi une surveillance des événements indésirables, du coup, aux autres médicaments, et si vous meniez des actions par rapport à ça avec les différentes structures de soins et professionnels de la santé. Oui, oui, merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant. C'est très intéressant comme question, en fait. Il faut dire que nous avons reçu, à côté de ces 7000 effets indésirables liés au vaccin, on a reçu jusque-là 14 000 adverse drug reaction, ce qu'on appelle des effets indésirables liés aux médicaments. Donc, on est en train aussi de les traiter, c'est-à-dire de les traiter en matière de classer en grave et non grave. Ceux qui sont graves, on procède à ce qu'on appelle une causalité assessment, le lien de causalité, et on envoie à Vigiflow. En même temps, dans la stratégie du ministère de la Santé, du programme de pharmacovigilance, en fait, on a le système de awareness, c'est-à-dire on essaye surtout de travailler avec les hôpitaux, avec les trainings, avec les formations. On a des formations régulières avec les hôpitaux, avec les médecins, les pharmaciens. Dans le temps, c'était online. Actuellement, on commence à aller on-site, à aller
dans les hôpitaux et dans les cliniques afin de, si vous voulez, to spread awareness pour aider les cliniciens et les pharmaciens pour qu'ils sachent qu'il y a un moyen ou plusieurs moyens de signaler les effets indésirables, aussi bien liés au vaccin et aux médicaments. Donc, ça, c'est une culture. Il faut prendre son temps afin de, si vous voulez, que ça soit, le signalement devient un acte réflexe. Et le underreporting, c'est connu partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement au niveau du Liban ou bien dans les pays en développement. C'est même dans les pays développés, il y a un signalement under-reporting et il faut toujours aller sur place, inciter les médecins, les pharmaciens, le grand public et surtout par le retour d'informations. Donc, on ne peut pas demander une information à quelqu'un sans qu'en retour, il sache comment on a utilisé et qu'il était utile en nous informant. Donc, tout ça, c'est, comme j'ai dit, une culture et on est en train de spread this culture dans le pays. On essaye autant que possible de... c'est pas que j'ai oublié le français, mais en fait, je trouve plus de répandre la culture. le mot. Non, mais oui, donc c'est vraiment c'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans tous les hôpitaux et aussi on engage surtout les pharmaciens. On engage les pharmaciens d'officine, de la communauté, on engage les pharmaciens et voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour la réponse. C'était très intéressant. On est arrivé au bout du webinaire. Il va être 16h, heure Paris, Bruxelles, Genève. Donc voilà, donc je remercie encore évidemment d'abord les deux oratrices pour les deux exposés très intéressants, très structurés, voilà, qui ont, je pense, appris beaucoup de choses. Et donc c'était vraiment une valeur ajoutée par rapport à cette communauté. Donc un grand merci pour toute la préparation, évidemment la présentation en tant que telle. Un merci aussi à tous les participants. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à partager. Le webinaire sera mis en ligne d'ici quelques jours sur le site de l'EISCOA et donc il y aura moyen de le diffuser plus largement aussi, de le réutiliser par la suite. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour que ces éléments-là puissent percoler plus loin. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Comme je l'ai dit, il y aura le prochain webinaire probablement d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine par rapport à un sujet complètement différent sur les résultats, quoique les résultats rapportés par le patient et voir comment on peut utiliser ce type de mesures, d'indicateurs, comment les mettre en œuvre d'abord et puis comment les utiliser pour améliorer la qualité. Et donc, encore une fois, un très grand merci à tous et à très bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir.